Alors, je vous souhaite la bienvenue à ma présentation annuelle, notre présentation annuelle dédiée au monde municipal et aux OBNL de verdissement. Euh, Cet atelier découverte se veut toujours sans prétention aucune. Euh, J'aime beaucoup me pencher sur les fléaux de l'aménagement urbain et cette année, les deux pires fléaux de l'horticulture au Québec, je pense qu'on peut en parler pendant des heures, mais on va faire ça de manière succincte, c'est les chevreuils et la gestion de l'irrigation et la sécheresse. Alors, qui nous sommes? Je me présente donc, ça je l'ai fait déjà, excusez-moi. Alors, je suis chez Pépinière Lemay depuis maintenant 4 ans. Ma clientèle fait partie du monde municipal, des organismes de verdissement, des OBNL, des comités ZIP, organismes de bassin versant. J'ai la chance de faire partie d'une super équipe chevronnée de spécialistes en horticulture. Et je profite de l'occasion pour vous inviter à venir nous visiter en pépinière au mois d'août et de septembre afin de vous présenter nos installations. L'an passé, j'ai fait un premier événement, donc au mois d'août, à la fin du mois d'août, et nous avons été 20 participants à visiter la pépinière et ça a été vraiment très intéressant de vous présenter des plantes qui sont d'intérêt pour l'aménagement urbain en général et l'aménagement, protection riveraine, etc. Donc, je vous envoie vous allez avoir une invitation officielle de ma part. À l'agenda aujourd'hui, les chevreuils, comment faire et résistance à la sécheresse quand l'irrigation peut devenir un enjeu citoyen. À plusieurs reprises, vous le savez, ces dernières années, les chevreuils en zone urbaine ont occupé vraiment une place de choix dans les médias. Nombre de nos clients, vos citoyens, ont des enjeux d'envergure avec les chevreuils qui détruisent les aménagements urbains ou les terrains des citoyens. Je vais vous proposer les principes de base à connaître qui pourraient vous aider à vous orienter dans vos aménagements ou dans votre réflexion pour des nouvelles plantations. Ensuite de ça, bien, on va aborder les sécheresses et l'irrigation. Je pense que ce sera toujours un sujet qui va être récurrent pour de nombreuses années, car qui dit interdiction d'arrosage en ville, dit citoyen mécontent. Donc, quelle plante d'aménagement urbain pourrait vous permettre un peu plus d'élasticité dans votre irrigation? Les chevreuils. Donc, il y a beaucoup de littérature sur le sujet. Je ne m'attarderai pas sur les deux premiers points qui sont les répulsifs olfactifs et les effaroucheurs. Il y a un marché de spécialistes qui peuvent mieux vous renseigner sur le sujet que moi. Ceci dit, je trouve intéressant de mettre en lumière des éléments concernant les clôtures anti-chevreuil. C'est une méthode qui fonctionne très bien, mais c'est la solution la plus coûteuse. Parce que, imaginez-vous donc que pour être efficace, la clôture doit être enterrée à sa base, elle doit être grillagée ou en filet, elle doit dépasser le sol jusqu'à 2,4 mètres de hauteur, le bas doit être enterré sur 60 cm. Gardez à l'esprit qu'un cerf peut facilement sauter une clôture simple. Il peut sauter une clôture de 2 mètres s'il n'a pas d'obstacle de l'autre côté. Ceci dit, j'ai trouvé une information très intéressante et je vous la partage. S'il y a une deuxième clôture que le chevreuil peut voir et qui est dans l'espace où il doit atterrir, il ne sautera pas une hauteur même pas une hauteur de 1,2 mètre. La littérature propose donc l'installation d'une clôture de 1,2 mètre à 1,5 mètre d'espacement, d'attacher des rubans avertisseurs de couleur sur la deuxième pour éviter évidemment que les animaux se blessent. Bref, je trouve que c'est, pour ceux qui ont des enjeux de cet ordre-là, des faits intéressants à creuser. Ce qui est important de garder en tête, là, c'est que les chevreuils sont difficiles à dissuader à la fin de l'hiver. Donc, ceci dit, si vous sélectionnez les plantes qui dédaignent, vous vous approchez d'un aménagement qui risque d'être moins ravagé par des animaux affamés. Donc, on oublie les hostas, les cèdres, les pommiers, les arbres fruitiers en général, qui peuvent être remplacés par des plantes toxiques à la sève laiteuse, des plantes aux tiges ou aux feuilles piquantes, des plantes au feuillage très aromatique ou au goût très intense, et les plantes au feuillage duveteux. Donc, je vais vous proposer des idées de végétaux qui pourraient arrêter les chevreuils physiquement et aussi ne pas les tenter gustativement. Les obstacles physiques. Alors, on ne réinventera pas la roue. Les berbéris, tous les berbéris ont des épines. Ils se déclinent en diverses couleurs, en teintes. Les formats vont de 40 cm à 125 cm de hauteur selon les cultivars.
La rusticité est de 4, donc une zone 4. Les hypophées, des arbustes que les horticulteurs aiment absolument pas planter, mais c'est un arbuste qui, en plus d'être résistant à la sécheresse, est extrêmement piquant à souhait. Son déploiement va aller de 90 cm à 5 mètres de hauteur selon le cultivar. Et en plus, l'hypophée est un arbuste qui a une très grande valeur ornithologique. Plante indigeste. Alors, pour ceux qui étaient à l'Expo Québec vert au mois de novembre, on présentait le Ligustrum vicarii, qui est un arbuste au port qui est compact mais évasé, une coloration foliaire qui est très attrayante. Elle attire les papillons, les oiseaux, et elle fait une belle haie formelle qui est vraiment non comestible. Les chevreuils sont absolument pas attirés par cette plante-là. Le Rosa rugosa, écoutez, c'est le rosier le plus rustique qui est au Québec. C'est une valeur sûre pour bien résister dans des conditions adverses, que ce soit les sols secs, les sols pauvres. Ça peut être autant un obstacle physique qu'un obstacle digestif. Dans les vivaces, les astilbes, encore une fois, déclinaisons de combinaisons de couleurs, de feuillage, de fleurs, de taille. Ce qui est intéressant à considérer, si je peux le dire, c'est que les floraisons s'échelonnent de juin à septembre selon les cultivars. Donc, en plus de ne pas être attiré, vous allez avoir quelque chose qui va être vraiment très beau, très vivant dans un aménagement. Les dicentras, qui n'est malheureusement pas ma plante préférée, qui est mais quand même une plante mi-ombre et ombre, donc on parle d'un sous-bois et tout ça, des plantes de 40 à 80 cm de hauteur. La fleur s'épanouit très bien quand elle est à la mi-ombre. Les cannas, curieusement, c'est une plante annuelle que les chevreuils ne broutent pas. Évidemment, les cannas offrent une variété de couleurs, de feuillage, de hauteur, et certains cultivars attirent les pollinisateurs aussi. Donc, on aime ça, les doubles fonctionnalités chez Pépinière Lemay. Curieusement, les bouleaux, même s'ils ont une espérance de vie courte de 25 ans, ils offrent une croissance rapide, ils peuvent aller jusqu'à 20 mètres de hauteur, ils attirent les oiseaux, stabilisent les sols en bord de rivière et les chevreuils ne s'intéressent absolument pas à ces arbres-là. Cornouiller, même chose, selon le cultivar, ça peut être un abrisseau ou un arbuste. Il va aller jusqu'à maximum 2 mètres de hauteur. Les génévriers, peu importe le cultivar, on a, dans le fond, on peut avoir du rampant, les formes ovales ou pas. C'est un obstacle qui peut être physique autant que gustatif ou digestif. Les asperges. Les chevreuils ne sont pas attirés par les asperges. Les asperges sont résistantes à la sécheresse. Ils survivent bien dans des sols pauvres et je trouve qu'ils ont un bel aspect ornemental. Ail, oignon, basilic, origan, persil, concombre, c'est toutes des plantes. Donc, on parle d'aménagement urbain, aménagement comestible, c'est toutes des plantes vers lesquelles les chevreuils ne se tournent pas quand il y a abondance tout autour. Donc, il faut évidemment garder en tête que les chevreuils ne sont pas naturellement attirés par ces plantes-là. Ceci dit, il faut quand même savoir qu'à la fin de l'hiver, le chevreuil est vraiment moins sélectif sur ce qu'il va manger ou non. On continue. Résistance à la sécheresse quand l'irrigation est un enjeu citoyen. Donc, le prochain segment va porter sur les plantes qui résistent à la sécheresse. D'une part, en tant qu'enjeu en lien avec les changements climatiques et d'autre part, en raison des limites en temps de sécheresse que l'on a au niveau de l'arrosage. Et là, évidemment, c'est une discussion que j'avais eue avec ma collègue qui a déjà travaillé dans le milieu municipal, me disait que les citoyens qui sont frappés d'interdiction d'arrosage ne perçoivent pas positivement que les aménagements de leur ville demeurent irrigués, en guillemets. Donc, je vous mets un peu ce que j'appelle des valeurs sûres en matière de champions résistants à la sécheresse. Évidemment, c'est toujours dans le but de vous inspirer, dans le but de un petit peu jazzer vos aménagements là, par rapport à ça. Ah oui, petite parenthèse. Je tiens à préciser que de nombreuses plantes présentées résistent très bien à la sécheresse et à la chaleur une fois implantées. Donc, ce qui signifie qu'un plant qui est stable dans le sol, dont le système racinaire est bien développé, va être considéré comme bien implanté. Dans le cas d'un plant qui a trop de racines dans son pot, entre autres, avant la plantation,
il ne voudra pas nécessairement s'étendre. Il faut qu'on le provoque un peu en antérieur sans mode racinaire, évidemment, pour qu'il puisse aller s'implanter correctement dans son nouvel espace. Les arbrisseaux résistants à la sécheresse. Les Ulmus pumila, les ormes en général, c'est des arbres qui ont une croissance qui est vigoureuse, qui ont des pores évasés. Ils sont tolérants aux insectes, à la sécheresse et ils résistent à la maladie. Les Eleagnus, croissance rapide toujours, jusqu'à 7 mètres de hauteur. C'est des arbres qui ont une belle valeur ornithologique, qui sont rustiques jusqu'à la zone 2. Les arbustes qui résistent à la sécheresse. Schefferdia argentea. Alors, lui, en plus d'être résistant à la sécheresse, il n'attire pas les chevreuils. Selon le cultivar, ça peut aller jusqu'à 4 mètres de hauteur. Il est très désagréable à planter, évidemment, parce qu'il est très piquant. Il attire les oiseaux. C'est une plante de revégétalisation de bordure riveraine. Il est très tolérant à la sécheresse. Les tamarix. Le tamarix pink cascade, entre autres, tolère les sols pauvres, les sols secs, le sel. Sa taille printanière va faire en sorte qu'il va avoir une belle floraison en cours de saison. Ensuite de ça, on a un nouvel euonymus, nous, à la pépinière, que, écoutez, je suis curieuse de voir comment il se comportera en aménagement urbain. L'euonymus fortunei sarcoxy, il supporte l'ombre totale. Il va aller jusqu'à 1,5 mètre de hauteur. Il y a un port qui est vigoureux, très érigé. Il tolère plusieurs conditions adverses. Et lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agrippe aux structures avec des racines aériennes. Les hypericums, évidemment, c'est une plante qui résiste bien à la sécheresse, se démarque bien en massif, va tolérer les sols secs, pauvres, rocailleux, une belle floraison jusqu'en septembre. Et en plus, c'est une plante qui est médicinale. Des vivaces, quand même, ça existe ça aussi, des vivaces qui résistent à la sécheresse. La Callirhoé involucrata, ou ce qu'on appelle communément la mauve pavot, qui est un couvre-sol vivace qui fleurit de mai à août, prospère dans des situations ensoleillées, tolère les sols secs. C'est une nouvelle introduction ici à la pépinière parce qu'on essaie vraiment d'orienter de plus en plus nos choix, notre sélection de plantes dans des histoires à succès là, pour toute notre clientèle. Euphorbia polychroma, j'en ai déjà parlé par le passé, mais c'est vraiment une plante qui est ce que j'appelle qui s'autosuffit dans le sens que elle est décorative toute la saison. Elle maintient son port qui reste vraiment un bel arrondi, tolère la sécheresse et elle a aussi un beau coloris automnal qui est très attrayant. Ensuite de ça, je l'avais présenté lors de la visite en pépinière. On aime toujours les voir se comporter, ces plantes-là, dans notre centre, pas notre centre jardin, pardon, notre pépinière. C'est le Calicanthus qui se décline en plusieurs cultivars. Là, il y a le Aphrodite, le Simpli Sensational. C'est une vivace de zone 5 qui aime beaucoup le soleil, tolère la chaleur, la sécheresse. Elle est très florifère. Donc, on a vraiment là une période de floraison continue. Elle attire les pollinisateurs, elle est parfumée. Ensuite de ça, les yuccas. Donc, c'est évidemment, moi, je trouve la hampe florale qui est très impressionnante, qui dure de juillet à août. Une plante de type désertique qui vraiment, il faut faire un beau point focal dans un aménagement. Délosperma, ça, c'est ma petite préférée. C'est une plante couvre-sol, tolérant à la sécheresse, un peu plus lente au niveau de son développement, mais elle vient dans une variété de coloris très intéressante qui apporte vraiment une petite touche de délicatesse qui, moi, me séduit à chaque fois. Et évidemment, c'est une plante au feuillage persistant. Plante indigène très intéressante, la Dahlia purpurea. Très résistante à la sécheresse, une floraison de juin à août. Elle est bénéfique pour la fertilité des sols et elle attire beaucoup les pollinisateurs. Vivace toujours résistante à la sécheresse, l'éryngium et qui est aussi boudée par les chevreuils. C'est une plante ornementale de zone 4. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est sa saturation de couleur au niveau des boutons floraux. Elle est vraiment très, très, très saturée en couleur. On l'a vu en pépinière
Oui, ça, c'est quelque chose qui s'épanouit très bien. Elle va pas plus haut que 30 centimètres de hauteur, mais elle a vraiment, là, on pense à une bordure de trottoir, quelque chose comme ça, une belle résistance à la sécheresse. Les Elianthus tuberosus ou le fabuleux topinambour, c'est une vivace qui peut aller jusqu'à 3 mètres maximum de hauteur. C'est une vivace qui est pas tuable. Moi, j'en ai 2 bacs à la maison parce qu'elle doit être contrôlée. Elle est un petit peu envahissante. Ceci dit, moi, je suis confiante de dire que si on la laisse aller à quelque part, elle va, et qu'on la contrôle un petit peu, elle va pas être exigeante au niveau de l'entretien. Euh, c'est une tubercule qui est comestible, zone 4. Elle a une belle floraison jusqu'à l'automne. Alors, vivace résistante à la sécheresse et au chevreuil, l'Opuntia humifusa. Alors ça, c'est une nouvelle introduction qu'on essaie cette année à la pépinière, le mai. C'est une plante qui pousse en Ontario, qui est dans la famille des cactus. Elle est zone 4. C'est un cactus, en guillemets, rampant, dans le sens qu'il ne va pas se déployer plus haut que 20 centimètres de hauteur, mais qui quand même s'étale jusqu'à 80 centimètres de largeur. Donc, évidemment, comme c'est dans la famille des cactus, cette plante-là va s'épanouir dans un sol sablonneux, bien drainé, et il va nous produire des belles fleurs, comme vous voyez, là, éclatantes en juillet. Et finalement, le Solidago, Solar Cascade. Alors, nous, on l'a sélectionné parce que, oui, d'une part, c'est une plante qui est tolérante à la sécheresse, mais c'est un cultivar qui est non envahissant. Et c'est aussi un cultivar dont le feuillage demeure sain toute la saison, contrairement aux verges d'or traditionnels et indigènes, donc qui peuvent attraper le mildiou un petit peu plus facilement. Alors, c'était ma présentation de végétaux. Je me suis permis une pause tendresse, je vous explique, à l'avant-veille de présenter mon premier atelier découverte. Il m'est venu à l'idée de vous parler d'un peu d'une histoire de monarque à la pépinière Le Mai. Ici, quand on a eu la visite des villes qui sont venues nous voir, nous visiter, c'était drôle parce qu'on se promenait en quart de golf et à chaque fois qu'on voyait un monarque, on capotait tout un peu. Puis là, je disais, mon Dieu, c'est vrai que maintenant, on ne les voit plus. Puis là, je voulais juste vous faire une espèce de parenthèse, là. Depuis 1996, il y avait plus de 1 milliard de papillons monarques qui hivernaient au Mexique. En 2014-2015, on en a dénombré 56 millions. Donc, évidemment, c'est la perte d'habitat, l'utilisation des pesticides, les changements climatiques qui font en sorte qu'il y a moins de monarques. C'est vraiment aussi associé au déclin de l'abondance des asclépiades. À l'instar des fleurons du Québec qui regroupent de plus en plus de municipalités, moi, je veux vous inviter à faire, ou pour certains, à continuer d'adhérer à une mobilisation municipale et de devenir ce que j'appelle une ville amie des monarques. Alors, la ville amie des monarques, ben, il y en a 80 municipalités qui sont déjà ville amie des monarques. C'est un effort que je trouve qui n'est pas élevé. Et vous allez sur le site web de la Fondation David Suzuki, là, il y a vraiment des idées qui sont partagées pour vous soutenir dans cette reconnaissance-là, qui se résume à un engagement des maires, donc de la part politique, pour la sauvegarde des monarques par une proclamation, des décrets. Puis ça peut prendre vraiment diverses formes. Et moi, je vais vous inviter à lire le guide qui est produit par la Fondation David Suzuki. Et je pense que c'est quelque chose qui peut aussi rallier beaucoup les citoyens de vos localités respectives. Alors voilà, c'était ma petite pause tendresse. Je vous remercie beaucoup encore une fois du temps que vous m'avez accordé. J'espère que la présentation a été utile. Pour ceux qui ont un intérêt comme moi pour les arbres et les aménagements urbains, je vous incite à partager de l'information dans le sens que faites des bancs d'essai, parlez-nous un peu de ce qui est réussi, de ce qui marche pas dans vos aménagements. Il y a encore plein d'autres vivaces qui résistent à la sécheresse, mais je trouvais qu'ils étaient très connus, donc ça ne sert à rien de vous parler des choses que vous savez déjà. Et j'aime toujours essayer de vous nourrir sur le sujet avec des choses qu'on connaît un peu moins ou qu'on a un petit peu oubliées qui pouvaient vous faciliter la vie dans vos planifications respectives. Alors, je vous remercie encore une fois.
N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires à vente@commercialpépinièrelemay.com et ben, je vous souhaite une belle fin de journée.